définit différents cas d'usage pour l'IoT et lorsque l'on veut démarrer dans une entreprise un projet de service connecté, projet IoT, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires, d'investissements qui sont à faire et de compétences à posséder. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qui caractérise un projet d'objets connectés ou de services connectés et ce qui peut le différencier d'un projet informatique ou digital classique. Tout d'abord, le point qui est important dans un projet IoT est la réalisation de POC, preuve de concept, de tests terrain et de preuve de technologie. Lorsque l'on fait du développement informatique, il est très facile de partir en production avec une maquette et puis de faire évoluer cette maquette une fois en production. Ce n'est pas forcément ce que l'on recommande, mais c'est des choses que l'on voit assez couramment, surtout dans un esprit un peu lean, de partir avec un produit minimum viable et puis ensuite de le faire évoluer au fur et à mesure. Dans le monde de l'électronique et des objets, même s'il est possible d'ajouter au fur et à mesure dans le temps de nouvelles fonctionnalités, de créer la V1, la V2, la V3, il sera très difficile de transformer la V1 pour devenir une V2 ou une V3. Le design électronique sera différent, les certifications seront à refaire, et par conséquent, un objet, quand il va être mis sur le terrain, va rester tel quel sur le terrain, quelques exceptions software, on va dire, près. La problématique que ça engendre, c'est qu'il faut plutôt faire globalement bon du premier coup, sinon vous risquez d'avoir des impacts sur le terrain importants qui peuvent conduire à des désastres industriels où l'ensemble de produits déployés en milliers d'exemplaires se mettent à dysfonctionner. Et le coût de réparation, de récupération de ces objets-là peut devenir largement supérieur aux résultats, aux revenus que vous attendiez de votre système. Donc les phases de test terrain sont très importantes pour apprendre de son projet. L'autre élément qui est important, c'est que on va dire que une fois qu'on sait à peu près quel objet on veut faire, et on va passer en industrialisation de cet objet, c'est-à-dire qu'on va vraiment concevoir l'objet final, ce qui implique souvent d'avoir à mettre en place des boîtiers, d'avoir à faire de l'injection, d'avoir à mettre en place une chaîne de production, d'avoir à mettre en place des outils de test, de faire des certifications de tout ça. Et ça représente des investissements qui sont très lourds. Des investissements qui commencent à plusieurs centaines de milliers d'euros et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros en fonction des volumes que l'on veut cibler. Il serait donc idiot d'investir ces montants-là avant d'être certain que l'objet qu'on veut fabriquer va répondre aux attentes et que les données qu'on va récupérer nous permettent d'atteindre nos objectifs économiques. C'est donc tout l'intérêt de faire en amont de ces phases d'investissement des expérimentations de terrain permettant de valider ces hypothèses. D'où les phases de POC, field test et POT. Le POC va être quelque chose qu'on va pouvoir faire de façon très rapide. Faire un POC en IoT peut demander une journée ou 2 journées de design, peut-être simplement avec des outils qui sont préexistants, que ce soit des Raspberry Pi, des Arduino ou tout un tas de briques assemblables de type Rack with Block par exemple, qui permettent de fabriquer rapidement un prototype d'un objet connecté fonctionnel. Donc ça, on va pouvoir le faire très vite, mais on ne va pas pouvoir le reproduire en de grands volumes, parce que ce n'est pas prévu pour être produit de façon industrielle. Donc on va faire très rapidement un circuit qui va pouvoir se faire à l'échelle de 10, 20, 50 exemplaires, dans le but d'être mis sur le terrain. À ce moment-là, il n'est pas nécessaire que cet objet ressemble aux caractéristiques finales de l'objet, c'est-à-dire qu'il peut être plus gros, il peut consommer beaucoup plus d'énergie, on va pouvoir mettre plein de batteries dedans, peut-être que comme il n'y en a qu'une vingtaine, on pourra changer les piles toutes les semaines, ça n'est pas très important. Ce qui va être important à l'échelle du POC, c'est d'aller vérifier que les hypothèses qu'on faisait en termes de possibilité de capter la donnée sur le terrain et en termes d'analyse de ces données pour prendre des décisions intelligentes vont pouvoir être vérifiées. Et donc c'est toute l'importance du field test qui va nous permettre de capter ces données, de commencer à regarder si on a vraiment un modèle. Ce qui est important, c'est de faire le POC et le field test le plus vite possible, de façon à pouvoir le plus rapidement possible identifier si ça vaut le coup de continuer dans la voie où nous sommes ou s'il faut complètement pivoter, voire même arrêter, car il n'y aura pas de valeur à extraire des données que nous avons récoltées.
Ou au contraire, bien entendu, peut-être se rendre compte qu'au travers de cette donnée, la valeur à extraire est en fait supérieure à la valeur initiale. Vient ensuite le POT. Le POT, son idée, son objectif, c'est de fabriquer un objet qui cette fois prend les technologies cibles pour aller vérifier que technologiquement notre solution elle est réalisable. S'assurer qu'on puisse avoir l'autonomie que l'on souhaite, s'assurer qu'on puisse avoir la taille que l'on souhaite, s'assurer que le prix final de l'objet ressemble à celui que l'on souhaite, sans fermer l'ensemble des possibilités en termes de choix. Donc encore, on va être sur du développement rapide, on va être sur du développement qui n'est pas finalisé, mais qui va permettre d'éliminer ou de valider des hypothèses technologiques qui ont été faites précédemment. Durant cette phase de POC, qui va elle aussi aller sur un test terrain avec un volume d'objets un peu supérieur, eh bien, on va pouvoir confirmer l'information que l'on avait au départ sur la validité des données, la validité du business case. Une fois que ces éléments-là sont validés, c'est-à-dire que technologiquement, le POT nous a confirmé qu'il était possible de faire ce que nous voulions faire, une fois qu'il a été confirmé que les données obtenues permettent d'arriver à obtenir les gains recherchés, voire peut-être plus, eh bien va commencer la phase d'industrialisation dans laquelle on va réellement fabriquer le produit, l'objet cible et les composants informatiques qui vont avec. J'ai parlé beaucoup d'objets, mais durant un POC, on va plutôt, on va dire, manipuler de la donnée sur Excel, peut-être un petit peu de Power BI ou de choses comme ça. Dans la partie POT, on va commencer peut-être à industrialiser un petit peu plus la réception des données, mais tout en investissement le minimum possible dans cette partie-là. Et c'est vraiment qu'à partir de la phase d'industrialisation qu'on va vraiment commencer les développements informatiques qui vont nous apporter une plateforme robuste, scalable, répondant aux besoins et aux attentes de notre solution. Cette phase d'industrialisation, il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose qui va consommer 80% des ressources du projet. C'est-à-dire que tant que la phase d'industrialisation n'a pas commencé, le coût du projet IoT va être très faible. Et là où il faut faire attention, c'est qu'on voit beaucoup de projets IoT qui démarrent, on fait une phase de POC, quelqu'un, un informaticien de la boîte qui s'y connaît, réalise un objet un week-end, on trouve ça génial, on le met sur le terrain, on en fabrique 10, 15, on fabrique ça à bas coût. On ne compte pas le temps que les gens ont passé à l'assemblée, les week-ends, les soirs, parce que de toute façon, ils ont fait ça par passion. Et puis on arrive dans la phase d'industrialisation, et là on commence à travailler avec des industriels, et là la facture commence à être en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de valeur dans ce qu'on a créé précédemment. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça, se dire que cette phase d'industrialisation va coûter cher, qu'elle va prendre du temps, et bien intégrer ces éléments-là dans les calculs de retour sur investissement qui sont faits dans les phases qui sont en amont. Le fabriquer de l'informatique ou fabriquer de l'électronique n'est pas quelque chose qui est gratuit, loin de là. C'est de l'ingénierie, cette ingénierie, elle demande des investissements. Passé cette phase d'industrialisation, il y a un autre élément qu'il ne faut absolument pas manquer, qui est le déploiement. Le déploiement en termes d'objets connectés est un élément qui est majeur et clé, puisqu'il s'agit de mettre sur le terrain des milliers, voire des centaines de milliers ou des millions d'objets. Et ce qui marchait sur un POC à l'échelle de 10 objets peut marcher complètement différemment à l'échelle de centaines de milliers d'objets. Déplacer des centaines de milliers d'objets, ça demande de la logistique. Suivre des centaines de milliers d'objets, ça demande du monitoring. Et puis ça demande de la maintenance, des interventions. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment à prévoir aussi dans le cadre du projet et qui peuvent représenter des coûts qui sont importants. Quand je parlais des 80% dans la phase d'indus, c'est uniquement sur la partie build. Le deploy peut coûter aussi cher que le build, voilà, voire plus cher. Tout dépend en fait du nombre d'objets, du territoire, de l'organisation, et ainsi de suite. Et puis ne pas oublier, bien entendu, quand on calcule nos retours sur investissement, la partie qui concerne la maintenance, puisque ces objets, une fois qu'ils seront dans la nature, vont avoir besoin d'être maintenus. Donc peut-être qu'ils vont être remplacés simplement au bout d'une certaine période, mais malgré tout, ce sont des opérations qui non seulement ont un coût, mais aussi qui nécessitent de la logistique, des gens pour le réaliser, et qu'il faut intégrer dès le début dans son projet. Alors un projet IoT, au moins pour sa partie build, dure rarement moins de 18 mois. Le POC peut démarrer en quelques heures ou quelques semaines, mais l'intégralité du process pour arriver à un produit fini se déroulera rarement en moins de 18 mois. Il faut avoir ça en tête au démarrage pour ne pas être déçu. Vouloir aller en prod en 3 mois ou en 6 mois, c'est mettre en production quelque chose qui est un POT globalement ou un POC.
Alors, si on utilise des objets qui existent sur le marché, des solutions qui ont déjà été développées sur le marché, bien entendu, les choses sont très différentes. Là, je parle de projets IoT où on crée des objets et des business models et de la valorisation de données qui est nouvelle. Si on est simplement en train de déployer une solution existante, dans ce cas, on parle du deploy uniquement. Mais malgré tout, quand on déploie une solution existante, il est intéressant de faire, on va dire, un POC, des field tests, pour commencer avec de petits volumes pour ensuite passer sur un déploiement plus massif. Voilà. Mais le cas est dans ce cas un peu différent. Un projet IoT est un projet qui est par essence complexe, entre autres du fait de son déploiement qui va être à une échelle qui est gigantesque. Il peut devenir facilement complexe aussi en fonction de la taille de votre entreprise et donc de cette capacité que vous aurez à gérer ce déploiement à l'échelle. Et il peut aussi être rendu complexe par le scope géographique que vous allez vouloir implémenter. Entre autres parce que si vous créez un service connecté avec un scope géographique large, vous allez devoir passer par un nombre de certifications presque aussi importantes que le nombre de pays dans lesquels vous allez vous déployer. Et ça a des coûts et des délais qui sont globalement importants. Outre cela, il est complexe d'un point de vue technique et technologique, et un projet IoT, lorsque l'on veut créer son service IoT, va demander des compétences qui sont très larges et des compétences qu'on va très rarement retrouver sur les mêmes personnes. Alors, comme il s'agit avant tout de fabriquer un objet communicant, il va nous falloir des compétences dans le monde du hardware. Donc des gens qui sont capables de designer des produits, des device makers. Grosso modo, on peut s'appuyer bien sûr sur les services externes, mais c'est intéressant quand on fabrique le produit d'avoir les connaissances au cœur de sa société. Il va nous falloir des gens qui développent du logiciel sur le matériel, ce qu'on appelle un firmware. Il va nous falloir des gens capables d'intégrer ce matériel dans un boîtier. Et j'irais même jusqu'à dire que, en fait, le design d'un objet connecté et le design du boîtier sont deux choses qui se font ensemble. Si on fait les choses de façon séquentielle, on va rapidement se retrouver avec des problèmes d'intégration, des problèmes de design, des problèmes de taille et des problèmes à l'assemblage dans les chaînes de fabrication. C'est donc important d'intégrer tout ça dans la conception du boîtier de notre objet, et on a un métier qui s'appelle la mécatronique et qui justement sait intégrer de l'électronique à l'intérieur de solutions mécaniques, de solutions boîtiers. Donc c'est un métier, un savoir-faire un peu particulier qui est assez important. Cet objet-là, il va falloir le produire, et pour ça on a besoin de compétences en manufacturing d'objets connectés. Pour ça, il va falloir acheter des composants, il faut des compétences en achat, et puis il faut des compétences sur les réseaux d'objets connectés qui sont spécifiques, avec leurs spécificités chacune, leur zone de couverture, leur méthode de déploiement. Tout ça sont des choses qui sont à intégrer dans la conception et qui demandent des compétences spécifiques. On a parlé ensuite d'avoir une plateforme de service. Cette plateforme de service, elle est aussi, voire plus importante que l'objet en lui-même, parce que c'est elle, on l'a dit, qui apporte la valeur sur l'objet. Et là-dessus, on va avoir des compétences aussi différentes. On a des gens qui font du back-end, c'est-à-dire la capacité à prendre la donnée, à la stocker, à la traiter de façon massive. Puis on va avoir des gens qui font du front-end, c'est-à-dire la capacité de restituer la valeur de cette donnée-là à l'utilisateur. Et pour faire cette création de valeur, on va avoir besoin d'analystes de la donnée, de data scientists, qui vont extraire de la donnée brute la valeur, l'indicateur qui pourra être vendu ou duquel on va tirer les informations et la prise de décision dans les process industriels. Si on souhaite avoir un objet qui est en interaction avec un utilisateur, il va nous falloir des développements mobiles. Ces développements mobiles vont se faire sur des plateformes Android et Apple, plateformes où quand on est en relation directe avec l'électronique, il est fortement recommandé de faire du développement plutôt natif, et donc on va trouver des spécialistes de chacune des plateformes. Enfin, on a des masses de volumes de données importantes à traiter. Ces volumes de données doivent être traités par des clusters, par des technologies un peu spécifiques du monde du big data, et on va avoir besoin de spécialistes de ce monde-là pour correctement intégrer les choses. Mais ces données, bien entendu, il faut les vendre, et pour ça, on a des compétences nécessaires en data marketing. On va retrouver aussi des forces commerciales qui doivent avoir les compétences spécifiques et nécessaires à vendre des produits connectés.
Ce n'est pas la même chose que de vendre un objet connecté, de vendre un objet classique. Entre autres, c'est quelque chose de plus facile, on va dire, pour un spécialiste de la vente de logiciels ou de solutions digitales que de vendre ce type de produit que quelqu'un qui a l'habitude de vendre des objets. Mais on est à la croisée de deux mondes où les spécialistes de la commercialisation de ce genre de solutions ne sont pas très fréquents sur le marché. Ensuite, on va avoir besoin de support utilisateurs. On est sur des éléments matériels qui ont besoin d'être déployés en grand volume. Les gens qui vont les déployer ne sont pas tous de votre société sans doute, et ils n'ont pas forcément toutes les compétences d'un ingénieur et vont devoir avoir recours à un support qui va pouvoir les aider. C'est quelque chose qui peut représenter un coût globalement important et qui demande aussi une certaine compétence de gens capables de répondre sur des problématiques technologiques. Il y a la problématique de la maintenance sur site, et puis les problématiques de gestion de projet, où là on a deux typologies de chefs de projet différentes qu'on va trouver. Un chef de projet IoT, qui est quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui se passe du hardware jusqu'au big data, ce qui n'est pas forcément très courant. Et puis on va avoir des gens spécialistes dans le déploiement, puisqu'on a vu que c'était quelque chose de plutôt critique. Et donc par conséquent, il va nous falloir des chefs de projet spécifiques dans le déploiement qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui font du déploiement IoT. Pourquoi je vous énonce toutes ces compétences-là? C'est parce que ça implique qu'une équipe IoT va être une équipe qui est composée quand même d'un certain nombre de compétences. Toutes ces compétences-là ne sont pas réunies sur une, deux ou trois personnes. Vous avez rarement plus de deux de ces compétences réunies sur une seule personne. Donc, ce qui vous amène à une équipe qui, globalement, peut retrouver une dizaine ou une quinzaine de personnes avant d'être à même de vraiment développer une solution IoT. Il faut l'avoir en tête, car en termes de coût d'un projet de création d'une solution IoT, toutes ces personnes vont représenter un coût important, à la fois pour le build et à la fois pour le run. Et qu'il sera difficile de downsizer l'équipe en fonction des résultats de votre projet, tout simplement parce que downsizer l'équipe reviendra à se couper de certaines des compétences qui sont nécessaires à la réalisation du projet IoT.